Vous rêvez d'une vie plus épanouie et harmonieuse? Et si la solution était dans les couleurs qui vous entourent? ABC Talk vous propose de découvrir les secrets du pouvoir des couleurs avec Marianne Sauzé, architecte d'intérieur et designer depuis plus de 30 ans. Dans cette masterclass exclusive, elle vous révèle sa méthode unique, la Color Décothérapie. Plus de 7000 personnes ont déjà expérimenté cette approche révolutionnaire et en ont constaté les bienfaits. Pour assister à la masterclass Le mystère des couleurs, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description. J'ai réussi à connecter la lumière par rapport au detailing notamment. J'ai réussi à savoir comment me connecter au plan de lumière. Parce que selon ce qu'on a fait dans d'autres vies, on est connecté à des plans inférieurs sans qu'on le veuille. Et c'était mon cas. Parce que dans d'autres vies, j'ai dû faire 2-3 choses pas terribles. Bienvenue, merci d'être avec nous. Voici cette nouvelle rencontre que l'on vous propose avec notre invité qui est installé sur les canapés. Je pense qu'il y a beaucoup de choses non seulement à partager, mais à commenter, parce que vous allez voir que son champ d'action, sa palette de thérapie, d'accompagnement thérapeutique est assez vaste. Elle s'appelle Sophie Muyat. Elle est installée donc sur ces canapés. Bonjour Sophie. Bonjour Marc. Merci d'être là. Et vous n'êtes pas dépaysé par ces canapés, car j'ai ouï dire que vous aviez les mêmes à la maison. Oui, exactement. Eh ben c'est très bien. Merci d'être là. Merci à vous de me très recevoir. très content de vous accueillir. J'ai dit que vous aviez une palette dans votre champ d'action thérapeutique, d'accompagnement, très vaste en fait. Oui, j'ai beaucoup cheminé au cours de ma vie et j'avais une soif d'apprendre qui était quand même assez importante. Donc j'ai exploré divers domaines parce que j'avais toujours la sensation qu'il manquait un élément. Ouais. J'apprenais quelque chose de nouveau et il me manquait quelque chose. Donc, du coup, j'allais automatiquement vers quelque chose d'autre et ainsi de suite, jusqu'à ce que je fais aujourd'hui, qui finalement est la somme de tout ça et rassemble en fait tout ce qui était important pour moi, pour aider une personne, et puis d'abord pour m'aider moi-même. Alors, je m'en suis servi tant pour qu'à moi. faire, hein, on considère qu'un bon thérapeute commence par lui-même. Oui, je pense. C'est ce que vous avez fait? Oui. Vous êtes Moi, j'ai commencé mon travail sur moi, j'avais 20 ans. Ouais. Donc j'ai exploré des tonnes de choses, sophrologie, gestalt, psychologie classique, psychothérapie, hypnose, enfin des tonnes de choses vraiment très différentes, EMDR, pour moi-même. Ouais. Parce que vous en aviez besoin, parce qu'il y avait un mal-être profond? Oui, il y avait un mal-être profond qui me poussait à essayer de chercher. Après, je pense qu'il y a un développement spirituel, une avancée. Je pense que vivre, c'est évoluer. Donc, de toute façon, même si aujourd'hui je sens plus de mal-être profond, je pense que je vais malgré tout continuer. Ouais. Parce qu'il y a cette soif d'apprendre, de comprendre. Aussi parce que je pense que vivre, c'est évoluer. Ouais. Je pense que pour vivre heureux, il faut aussi savoir s'adapter à son environnement, à nos nouveaux défis, nos nouveaux challenges. Les animaux s'adaptent ou meurent. Donc, je pense que nous aussi, humains, il nous faut avancer. Il faut cheminer, c'est une quête. Donc après, il y a des fois où ce sont des souffrances. Donc là, c'est différent. On va vraiment aller essayer de trouver la souffrance et la libérer. Et puis parfois, c'est juste une avancée, une soif d'apprendre, de connaître. Alors, ce qui est assez... vous savez qu'en France, on aime particulièrement mettre les gens dans des cases. Il faut des titres. Ah oui. Alors et quand j'ai préparé l'émission, je me suis dit, waouh, Sophie, ça va être très compliqué de la rentrer dans une case, parce que c'est pour ça que vous vous déterminez comme praticienne en thérapie quantique, parce qu'au moins, pour le coup, c'est extrêmement large. Mais qu'est-ce que vous diriez de vous? Comment est-ce que vous présenteriez? Je pense que... Alors déjà, les cases, c'est vraiment quelque chose qui est compliqué. J'arrive pas à rentrer dans une case. Moi-même, j'ai dû beaucoup réfléchir. Finalement, je pense que je peux me définir comme une personne spécialisée, une médium spécialisée en libération transgénérationnelle et karmique. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui me définit. Vraiment. Et c'est pour ça qu'on a choisi ce titre. Notre passé ne doit pas déterminer notre vie. Le transgénérationnel, en l'occurrence, quand on dit que chaque thérapeute fait un travail sur lui, ça veut dire que vous avez fait ce travail transgénérationnel sur vous? Ah oui, c'est fondamental. Ouais. Déjà, je ne peux pas concevoir de se former à une pratique sans avoir eu recours auparavant. Moi, j'ai été formée à plein de pratiques, au tarot, au chamanisme, enfin on y reviendra, mais j'ai été formée à plein de pratiques, mais d'abord, j'ai vu des spécialistes là-dedans, j'ai consulté des spécialistes là-dedans pour voir sur moi ce que ça faisait. Une fois que j'étais convaincue sur moi, en me disant « Ah ben ça marche »,
ah ben là, peut-être que je vais pouvoir me former. Il y a plein de choses, d'ailleurs, j'ai dit, bah ça marche pas trop, ou alors ça me parle pas, parce que parfois, on est tous différents, voilà. Et j'irai pas. Mais je comprends pas l'idée de vouloir pratiquer une technique si on l'a pas expérimenté sur soi-même, si on n'a pas vu vraiment les effets sur soi. Moi, je suis quelqu'un de passionné, j'ai besoin d'être convaincu. Si je suis pas convaincu de la chose, c'est même pas la peine. Un projet sans un mindset de gagnant, c'est un peu comme une voiture sans moteur. Ça ne fonctionne pas. Vous avez l'idée, vous avez l'ambition, mais sans une mentalité à toute épreuve, vous risquez de vous épuiser avant d'arriver à votre destination. Je vous propose une conférence immersive, une chance d'accélérer votre réussite. Pendant cette conférence, vous allez découvrir des stratégies qui vont changer votre manière de voir les choses. Vous repartirez avec un mental en béton, prêt à tout affronter. Attention, les places sont très limitées. C'est la première fois que je vais dans les villes de province, donc si vous voulez vraiment faire ce pas et transformer vos rêves en réalité, il faut agir maintenant. Les premiers inscrits seront les premiers servis, plus de temps à perdre, transformez votre vie. Réservez maintenant, si vous voulez être sûr de vivre cette expérience unique dans votre ville, près de chez vous. En tout cas, j'ai hâte de partager et de vivre ça avec vous. On va vraiment s'éclater. Qu'est-ce que le transgénérationnel a révélé de vous? Pas mal de choses au niveau de la lignée des femmes de la famille. Il y avait quand même de gros blocages. Je suis issue d'une lignée de femmes, famille italienne, très traditionnelle, avec des femmes avec des problèmes de poids, généralement. Des femmes très dévouées à leur mari, qui ont sacrifié toute leur vie. Parce que soumise? Pas tellement soumise, mais pas tellement soumise dans le relationnel, quand même beaucoup de caractère, mais soumise dans les faits, c'est-à-dire non, je vais pas travailler, ou si je travaille, je serai sous la coupe de mon mari, je ne serai pas déclarée, je n'aurai pas de statut en tant que tel. C'est le cas de ma maman, par exemple, qui a travaillé plus de 40 ans dans l'entreprise familiale, sous le couvert de mon papa, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas de place réelle. Elle avait une place, elle avait un emploi, elle avait vraiment un job, et vraiment, elle œuvrait dans l'entreprise. En revanche, elle était, alors à l'époque, c'était un statut qui faisait qu'on était la femme de son mari. On ne payait pas de charge sociale pour cette personne. En revanche, il n'y avait pas de retraite, il n'y avait pas quelque part d'existence réelle, de reconnaissance du statut. Et donc, je suis issue d'une lignée de femmes de ce type-là. Et au départ de ma carrière, j'ai continué quand même à être comme ça, à suivre ce chemin-là. Je travaillais avec mes parents, dans l'ombre de mes parents, puis avec mon mari. Et puis, tout ça, ça me convenait pas. Je sentais qu'il y avait autre chose à faire. Et en faisant ce travail transgénérationnel, j'ai compris pourquoi toutes ces femmes m'avaient fait ça, pourquoi moi je faisais aussi. Et j'ai surtout eu des clés pour pouvoir me libérer de ça. Parce que, en réalité, comprendre, c'est bien, c'est super, c'est 50% du travail. Mais quand même, ce qui est très important, c'est de pouvoir le libérer. Parce que quand on a parlé pendant 1 heure, 2 heures d'un problème, qu'on a mis le doigt dessus, on est déjà satisfait parce qu'on a compris. Qu'est-ce qu'on en fait? Mais maintenant, voilà, il faut en faire quelque chose. Donc, quand on a un outil pour s'en libérer et créer autre chose à la place, là, je pense qu'on a gagné. Quel outil vous avez utilisé, vous avez suivi, et quelle pratique vous avez suivi justement pour vous libérer de ce poids du transgénérationnel? Le Theta Healing. Theta Healing. Oui. Le Theta Healing, pour moi, regroupe tout ce que j'ai appris jusqu'à présent. C'est-à-dire que ça travaille vraiment sur toute la dimension de l'être. Ça travaille sur la dimension éducative. Tout ce qu'on a pu nous enseigner quand on était enfant, toutes les croyances qu'on a pu insérer en nous. Ça travaille sur les traumas de cette vie actuelle. Mais ça travaille aussi sur le transgénérationnel et aussi sur le karmique. Donc je pense que là, on a fait complètement le tour de ce qui peut aujourd'hui bloquer une personne. De manière complètement inconsciente. Parce que il y a plein de choses qui ont pu se passer pour nos ancêtres dont on n'a même pas eu vent. Theta Healing, si vous deviez donner une définition pour expliquer, parce qu'il y a évidemment cet anglicisme, littéralement, ça veut dire? Mot à mot, ça veut dire Theta, ce sont les ondes Theta, ce sont les ondes cérébrales que l'on utilise pour faire les déprogrammations et les reprogrammations. Healing, c'est guérison. Donc, on guérit par les ondes cérébrales. Ça parle pas trop. Moi, je pense surtout que c'est une technique qui permet de mettre en lumière les blocages inconscients, à savoir les croyances limitantes et les programmations. Et qui permet ensuite, quand on les a mis en lumière, comme on disait, 50% du travail, parce que la plupart des gens se disent « Oh, ah ouais, ah non, mais alors c'est énorme, parce que c'était énorme, mais je le voyais pas. » Donc là, déjà, on a fait une bonne partie du travail, mais il nous reste encore la déprogrammation et la reprogrammation, qui est une partie essentielle. Dans la pratique, Sophie, comment se déroule une séance de Theta Healing? C'est quoi? Il y a une... avec le praticien, quelqu'un vient dans votre cabinet ou vous consulte, en tout cas même en visio. Comment se déroule une séance de Theta Healing? Ça dure environ 1h30, entre 1h15 et 1h30. Il y a environ 20 minutes, 30 minutes, ça dépend des personnes qui ont besoin de parler davantage,
d'entretien où vraiment on discute, où on parle, je pose certaines questions. Et par rapport à ces questions, déjà... C'est déjà une base. Je peux définir un profil. Et ensuite, le reste du temps, je me mets ce qu'on appelle en connexion avec des plans de lumière, en particulier le 7e plan, qui est le plan de la source créatrice. Là, j'utilise mes capacités médiumniques et je perçois, on me montre ce qui peut bloquer. Parce qu'en général, dans l'entretien, on me montre... Enfin, je vois ce qui coince au niveau des croyances. Ce que dans l'enfance, on nous a dit, répété, etc., des traumas. Par contre, dans l'autre partie, quand je me mets en connexion, là, je vois ce qui coince au niveau transgénérationnel et karmique. Mais parce que vous êtes médium. Oui, parce que je suis médium. Mais vous avez des gens qui parlent de Theta Healing sans être médium. Est-ce qu'on peut l'être? On peut faire du Theta Healing sans être médium? Je ne pense pas. Non, Non, vous ne pensez pas, ouais. Non, je ne pense pas. Ou alors, oui, mais ça ne va être que sur les croyances. Il y a vraiment 2 axes sur le Theta Healing. Il y a l'axe croyance limitante, et ça... principalement, c'est ce qu'on nous a répété quand on était enfant. Tu n'es bon à rien, tu ne vas jamais y arriver. La vie c'est dur, l'argent c'est mal, ça génère des problèmes. La fidélité ça n'existe pas dans le couple. Je vous donne des généralités, mais, oui, mais que tout le monde connaît. Globalement, on a tous entendu ça. Dans la vie, il faut souffrir. Bien sûr, voilà. bien sûr. Ça, ce sont les croyances qu'on nous a insérées la plupart du temps nos parents, nos grands-parents. Parfois, ce sont des coachs sportifs. Je rencontre des personnes qui ont eu des passés de sportifs de haut niveau avec des coachs qui ont été humiliants. Donc, c'est en fait les personnes qui sont avec nous souvent et qui nous répètent souvent les mêmes choses. Les traumatismes qu'on a vécus dans notre vie, un divorce qui s'est très très mal passé, un enfant qui a été enlevé, ça a généré des croyances. Voilà. Donc, quelqu'un qui n'est pas médium va travailler, je pense, effectivement sur cette partie, il va très bien le faire en Theta Healing. Mais selon moi, il manque une partie fondamentale qui est la partie transgénérationnelle et la partie karmique. Pourquoi on vit ça? Pourquoi on se trouve devant telle situation? Pourquoi on vit des schémas répétitifs? Il n'y a pas de hasard. Tout a une explication. Et vous expliquiez tout à l'heure, vous disiez justement qu'une fois qu'on a l'information, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est là où vous intervenez parce qu'il faut nettoyer tout ça. Il faut couper ces chaînes-là. C'est ça. Comment vous intervenez à ce moment-là? Parce qu'il y a la phase médiumnique dont vous expliquez, où vous allez effectivement trouver le pourquoi du comment. Et comment vous intervenez, comment vous appliquez les choses concrètement pour qu'on casse ces schémas répétitifs, schémas limitants et autres croyances? Alors, en général, moi, j'allonge les personnes pour qu'elles soient au calme. Je les mets dans un... Elles ne sont pas en état de conscience modifié. Elles sont simplement au calme. C'est pas de l'hypnose, hein? Non, pas du tout. Okay. Elles sont tout le temps conscientes, mais dans une position confortable. Moi, je mets mon cerveau en onde θ. Okay. Et là, je procède par l'énergie créatrice à laquelle je me connecte. Je procède aux déprogrammations et aux reprogrammations à haute voix. Je passe des commandes pour déprogrammer et reprogrammer. Sauf que la personne qui est assise, enfin qui est allongée en face de moi, ses ondes cérébrales s'alignent sur les miennes. D'accord. Au bout de quelques minutes. C'est elle qui s'adapte. C'est pas vous qui vous adaptez Alors ça, c'est quelque chose qui se fait naturellement. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo qui tourne sur les réseaux des métronomes. Il y a 4 métronomes que l'on fait démarrer de manière aléatoire. Pas coordonnée. Au bout de 15-20 secondes, ça se met tous fonctionnent en même temps. C'est la même chose avec nos ondes cérébrales. C'est-à-dire que mettant moi mes ondes cérébrales dans cet état, au bout de 5 minutes environ, la personne elle est dans le même état. Elle est consciente, mais elle est dans un état de relaxation. Okay. Et là, je lui demande de ne rien faire parce que je sais ce que j'ai à faire. Je passe des commandes pour déprogrammer. Bien sûr, je lui demande son avis à chaque fois. Okay. C'est très important que la personne soit consentante, soit coopérante. Elle sait sur quoi vous intervenez? Oui, parce que lors de l'entretien, je lui explique. Ah oui. Je lui explique et parfois je m'interromps pendant les déprogrammations. Je dis alors là, j'ai une information, je vois une vie antérieure où il s'est passé ça, ça, ça et ça. Donc on attend de voir. Elle reste toujours allongée parce qu'il ne faut pas trop qu'elle sorte et qu'elle s'agite. Il faut qu'elle reste dans un état quand même calme. Et elle me dit ah oui ça me parle parce que effectivement j'ai toujours eu peur du feu par exemple ou j'ai toujours. Et je dis donc là si on déprogramme pas ça dans votre vie ça va continuer de bloquer. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Ok. Et là on déprogramme petit à petit. Même chose. Qu'est-ce qui est idéal aujourd'hui pour vous? Qu'est-ce que vous aimeriez vivre dans votre vie professionnelle, dans votre vie amoureuse, dans les domaines pour lesquels ils m'ont consulté, où ça bloque, évidemment. Que la personne me donne les choses qu'elle souhaite avec ses propres mots. Et j'utilise ses propres mots pour faire les reprogrammations. Je vais déprogrammer une croyance qui dit « je n'ai pas le droit de souffrir » ou « la fidélité n'existe pas ». Et je vais reprogrammer
je souhaite être en paix, avoir le bonheur, selon ses mots à elle. Parce que l'inconscient reconnaît nos propres mots. Et c'est très important de reprogrammer avec les mots de la personne. Et avec sa vibration, pour le coup. Avec sa vibration, avec ses souhaits, ses propres mots. Après, il y a d'autres aspects que l'on rencontre aussi. Quand je me mets en connexion, je peux voir qu'il y a eu de gros blocages, comme des suicides, comme des sacrifices, comme des malédictions familiales. Donc là, je déprogramme d'une manière, comment dire, assez instinctive. Je vais pas spécialement chercher les mots de la personne. Je sais en gros ce que j'ai à faire quand je tombe sur ce type de situation. Est-ce que vous dites tout? Non, pas toujours. Parce que lorsque vous vous retrouvez, par exemple, un cas de figure face à une problématique, un blocage d'une personne, vous savez qu'il faut intervenir sur ce blocage, mais que vous devez avoir son autorisation. Donc, pour avoir son autorisation, vous devez lui en parler. Oui, mais certaines choses, par exemple, dans le cas de viol, c'est déjà arrivé. Lorsque je vois qu'il y a eu viol, même dans cette vie, par exemple, où la personne l'a complètement occulté, je vais y aller très en douceur. Je vais pas tout de suite dire mais est-ce que tu as vécu un viol? Je vais dire au niveau de ton enfance, est-ce que tu as des souvenirs de personnes qui auraient peut-être été un peu trop proches avec toi? Et si je vois que la personne, c'est pas le moment pour elle, elle est pas prête pour ça, bah à ce moment-là, je vais pas y aller. Même si vous savez que c'est une nécessité. Oui, mais tout est juste. C'est-à-dire que si je sens qu'elle est pas prête et que ça va peut-être lui faire plus de mal que de bien, dans ce cas-là, je préfère l'inviter à refaire peut-être plus tard une autre séance. Parce que c'est possible que ça lui fasse plus de mal que de bien? Non, si on... Après, si avec la si un thérapeute insiste sur une déprogrammation, ça peut faire plus de mal que de bien? Oui, il faut toujours attendre que les personnes soient prêtes. Il faut toujours que ce soit... Le detailing, c'est quelque chose de doux. C'est pas quelque chose où on rentre dans le lard des personnes. C'est toujours un bon moment. C'est toujours un moment où on doit se sentir en confiance. Alors, quand ça ressort, bien sûr, on peut pleurer, il peut y avoir des émotions qui reviennent. Oui, parce que c'est ce que j'allais dire. Vous soulevez quand même des choses qui étaient sans doute enfouies, complètement inconscientes, et vous mettez comme ça à nu des situations ou du transgénérationnel vécu que les gens ignoraient sans doute. Oui, mais il faut pas que ce soit trop violent. Il faut que ce soit, même si il peut y avoir comment dire, de l'émotion qui ressort, on peut pleurer, mais il faut pas qu'il y ait une crise. Parce que là, après, on pourra pas travailler correctement. Et si je sens qu'il peut y avoir une crise, c'est que c'est pas le moment. Est-ce que, lorsque vous pratiquez ce Theta Healing, vous vous retrouvez face à des gens qui viennent vous voir et qui vous disent « Je sais que je ne vais pas bien, mais je ne sais pas pourquoi ». Énormément. Et c'est là tout l'intérêt du transgénérationnel et du karmique. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de personnes qui me disent « Ça bloque dans ce domaine, je le sens que ça bloque. » Et j'ai fait, vous savez, parce qu'il y a beaucoup de culpabilité. Hein. Vous savez, j'ai fait thérapie, j'ai fait analyse, j'ai fait ça. Et en plus, mon entourage me dit « Mais alors quand même... » bouge-toi un peu, mets un peu de ta volonté quand même. Et donc ça rajoute encore de la culpabilité. Je leur dis, mais ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose qui est très enfoui, dont vous n'avez pas le souvenir actuel, et c'est normal que vous n'y arriviez pas. Mais vous inquiétez pas, on va libérer tout ça. Quand j'entends des praticiens comme vous, en tout cas vous avez une spécificité, c'est que vous avez une pédagogie. Ça s'entend dans la manière dont vous pratiquez. En tout cas, vous l'expliquez très très bien, et on peut imaginer que dans votre pratique pure, avec votre clientèle, vous ayez une approche comme ça très, très pédagogique. Mais la question que je me pose, c'est de se dire, est-ce qu'on ne devrait pas tous, quand on a une vingtaine d'années, avant de se lancer dans une vie professionnelle, dans une vie amoureuse, dans une vie de couple, commencer par ça? Alors, idéalement, oui, bien sûr. Mais on devrait. Quand on vous entend comme ça, on se dit, mais attends, avant de t'engager dans la vie, commence par balayer un peu et voir les problématiques que tu pourrais rencontrer. Mais malheureusement, ça ne peut pas se passer comme ça par rapport à nos choix d'âme. Notre âme s'incarne pour différentes raisons. Par rapport à ce qu'elle a pu vivre avant, par rapport à ce qu'elle vient matérialiser ou réparer la mission de vie qu'elle porte. Et parfois, nos choix d'âme font qu'il va falloir qu'on en passe par certaines choses jusqu'à un certain temps. Sauf que, je mets une nuance, depuis là, le 21 janvier dernier, on est quand même rentré dans une phase où beaucoup de planètes se sont alignées. C'était le cas, il y a eu 7 planètes qui se sont alignées le 21 janvier dernier, et on rentre pleinement dans l'ère du Verseau, et on rentre dans une phase où tous ceux qui le souhaitent vont pouvoir se libérer. C'est-à-dire que moi, ce que je dis à toutes les personnes qui viennent me voir, je dis oui, on a souffert, ok, pendant plein de vies, on a fait du mal à l'un, puis du mal à l'autre, ça a généré des dettes karmiques, ça a généré un tas de choses. C'est très bien. Mais aujourd'hui, si on le souhaite, on a la possibilité de faire table rase de tout ça.
on a la possibilité de se libérer et de dire, allez, je mets les compteurs à zéro et maintenant, je repars sur quelque chose de positif pour moi, sur quelque chose qui va être lumineux. Et ça, c'est possible. Mais je ne pense pas que 100% de la population fera ce travail-là. Ouais, cette démarche-là. Parce qu'on a aussi un niveau de conscience qui est différent selon les personnes, un niveau d'évolution qui est différent, et chacun arrive à ses libérations au moment qui est le bon pour lui. Mais c'est vrai que quand on devient quadra, quinca, on se dit souvent, si j'avais su. Ah bah moi la Si première. j'avais su, mais moi aussi, oh mon Dieu. J'aurais connu le Theta-Healing quand j'avais 20 ans, j'aurais fait beaucoup plus vite et beaucoup mieux. C'est sûr. C'est clair. C'est pour ça que c'est intéressant de vous entendre et de voir de quelle manière vous pouvez effectivement couper ces chaînes-là, parce qu'il y a ces schémas répétitifs, ces syndromes permanents qu'on remet sur le devant de notre vie et qui viennent nous polluer l'existence en permanence. Et pourtant, on a le sentiment de faire tous les efforts du monde. C'est ça n'avance pas, quoi. C'est ça qui est terrible. Et c'est ça, je crois, la plus grosse souffrance. Ouais. Parce que ceux qui n'en ont pas du tout conscience, ils vivent avec, et finalement, ça les fait souffrir, mais sans plus. En revanche, ceux qui veulent vraiment s'en sortir, qui essayent tout et qui n'y arrivent pas, alors là, c'est terrible. Ouais, c'est sûr. Vous devez avoir des dizaines d'exemples comme ça. Vous savez, moi, j'appelle ça, c'est la séquence avant-après. Vous avez un souvenir de quelqu'un que vous avez accompagné avec une séance de Theta Healing et qui vient avec une problématique et qui s'en trouve complètement transformé après vous avoir consulté. Alors, ce qui me touche le plus en tant que femme, c'est une jeune femme d'une 30aine d'années qui a vécu des choses très terribles, des violences, notamment des viols répétitifs, qui donc était évidemment, qui a fait de l'EMDR pour le choc physiologique, qui a eu des traitements très lourds, mais qui, pour autant, ne pouvait plus accepter un rendez-vous avec un homme. Et on a travaillé, alors on a fait quand même pas mal de séances. Bon, bien sûr, il y avait un passé karmique de viol et de torture qui était très, très lourd, un transgénérationnel aussi. Et elle m'a envoyé un SMS il y a pas si longtemps que ça, en me disant, écoute, vraiment merci, parce que j'ai eu un rendez-vous hier soir, et ça s'est bien passé, j'ai réussi à dire quel était mon passé, parce qu'il y avait ça aussi, est-ce que je peux dire, comment je vais être jugée, etc. Et je pense que maintenant, je suis prête pour rencontrer quelqu'un. Elle a une 30aine d'années, j'en ai encore le frisson de vous en parler. Et alors là, quand je reçois ce type de SMS, je connais l'ampleur de l'importance de ma pratique, mais là, c'est encore vous l'avez libéré. C'est ça qui est elle a qu'une 30aine d'années. Donc ça veut dire que elle va pouvoir vivre sa vie, construire sa vie. Et d'ailleurs, elle travaille maintenant sur d'autres sujets avec moi. Parce qu'en fait, parfois, on vient faire du Theta Healing pour un domaine qui bloque. Et c'est l'avantage, c'est qu'on peut faire 2-3 séances et puis c'est bon. Et puis après, on se dit, finalement, j'ai peut-être ça aussi qui va bloquer. Et elle va pouvoir avoir des enfants. Elle va pouvoir ne pas transmettre cette problématique de viol. C'est fondamental. Et donc, véritablement, ce genre d'exemple est fantastique. Thérapie brève ou pas, le Theta Healing ? Oui. C'est une thérapie. Après, on peut l'avoir de deux manières. On a une problématique, on vient, c'est bref, on fait 1, 2, maximum 3 séances, l'affaire est réglée. Ensuite, on peut le voir comme un développement spirituel, où on va véritablement essayer de devenir une meilleure personne, de découvrir quelles sont nos missions de vie, pourquoi on s'est incarné, pourquoi on a vécu ça et comment on peut sublimer les choses. Là, c'est un peu différent. J'ai des personnes comme ça qui reviennent de manière assez régulière. Alors, c'est pas forcément toutes les semaines, mais une fois, tous les 2 mois, 3 mois, elles viennent, elles font une séance parce que elles ont compris la dimension spirituelle et la dimension de l'évolution et de l'éveil spirituel que le Theta Healing peut apporter et que par ma pratique aussi, je peux apporter parce que j'ai exploré beaucoup de domaines. J'essaye dans mes séances de transmettre plein d'informations qui sont au-delà du Theta Healing. Plein d'informations sur les croyances limitantes qui sont judéo-chrétiennes. C'est-à-dire le fait de beaucoup parler aux défunts, le fait de demander aux défunts de nous protéger. J'essaye d'expliquer que c'est pas leur rôle, c'est le rôle des maîtres ascensionnés. Donc j'essaye de donner des clés à chaque personne qui vient me voir et qui est ouverte à ça, évidemment, pour que dans sa vie, elle puisse être autonome et elle puisse échanger avec les mondes subtils, échanger avec les mondes subtils là où il faut aller, c'est-à-dire pas forcément dans les mauvaises sphères. Alors, je suis obligé de rebondir sur ce que vous venez de dire il y a un instant, et notamment sur le fait qu'on a souvent tendance
de se raccrocher à nos défunts et en demandant la protection ou aide-moi, ou quand on se retrouve face à une problématique, on a ce réflexe de dire, écoute, donne-moi un coup de main là, fais-moi un signe, fais ceci, cela. Vous dites l'inverse. Oui, parce que les défunts ne sont pas là pour ça. Quand le corps termine sa vie, on va dire qu'il n'est plus en mesure de continuer, l'âme, elle, qui est immortelle, remonte. Elle est censée remonter sur des plans de lumière le plus haut possible. Le plus haut plan étant le 7e plan, le plan du créateur de tout ce qui est, et qui est le plan de la source créatrice divine. L'âme est censée remonter et se ressourcer, faire le point de ce qu'elle a fait dans cette vie, dans les autres aussi, et voir comment, éventuellement, elle va pouvoir revenir ou pas. Et quand on les appelle, on les dérange. On les empêche de suivre ce cheminement-là, parce qu'ils sentent que nous, on est en demande, on est en besoin, donc ils reviennent sur notre plan terrestre, qui est le 3e plan, et c'est pas là où ils doivent être. Ça, c'est le premier point. Wow. Mais ça remet en question complètement toutes les séances de médiumnité ou tous ces exercices de gens qui vont consulter. Ça ne veut pas dire de ne pas aller consulter une médium spécialisée pour faire une communication avec un défunt. Ça, c'est différent, parce qu'elle va prendre un canal qui est spécifique pour lui parler. Ok. C'est autre chose. Ça ne remet pas en question ça. Pas du tout. Là, je me suis dit, ça remet en question le fait de tous les jours appeler son défunt pour lui dire « je suis fatigué, j'en ai marre, tu peux m'aider, etc. Protège-moi, etc. Protège mes enfants ». Ça, c'est pas son rôle. D'accord. Voilà. Après, il peut faire une communication, mais c'est mieux. Il faut pas faire ça seul. C'est pas bien de faire ça seul. On s'expose à des pollutions qui peuvent être graves. Il faut faire ça avec des médiums spécialisés. Il y en a un certain nombre qui sont très compétents là-dedans et c'est OK et c'est super de le faire. Par contre, il faut pas les solliciter tout le temps. Il faut les laisser. Ils suivent leur route et leur chemin. Et c'est normal. Il existe un plan supérieur qui s'appelle le 5e plan, où sont les maîtres ascensionnés, que sont nos guides. Et eux sont là pour aider les humains. Les maîtres ascensionnés sont des êtres qui ont été des êtres incarnés, qui ont tout réalisé dans leur vie, n'ont plus eu besoin de s'incarner, ils ne s'incarnent plus. On retrouve toutes les grandes figures des religions. On retrouve Bouddha, on retrouve Jésus, on retrouve Marie, on retrouve Mahomet, on retrouve David, enfin toutes les grandes figures de l'ensemble des religions sont répertoriés par rapport aux maîtres ascensionnés. Il existe des livres sur les maîtres ascensionnés. Des médiums ont fait des channelings avec ces maîtres ascensionnés. Eux sont au 5e plan. Eux peuvent aider véritablement. Eux ont la puissance nécessaire. Leur travail n'est qu'une chose, aider les humains. Donc là, par contre, il ne faut pas du tout se gêner. Il faut leur demander, mais vraiment autant de fois qu'on le souhaite. Plus on leur demande, plus on leur ouvre la porte de notre vie, plus ils pourront être... pas actifs, c'est pas le terme, mais puissants. Puis ils pourront faire des choses vraiment importantes. Vous m'avez intrigué, 5e plan. Le 7e plan, vous avez dit que c'était la source. Oui, et le 6e, c'est le plan des lois. Toutes les grandes lois universelles. On retrouve le magnétisme, la loi du temps, la loi de la vérité, la loi de cause à effet, la loi de l'attraction. Toutes les grandes lois sont au 6e plan. Ok, et alors 1, 2, 3, 4 premier plan, c'est le plan des minéraux. 2e plan, c'est le plan des végétaux. Le 3e plan est notre plan terrestre, sur lequel nous nous incarnons. Le 4e, on a oublié le 4e, c'est très important, c'est le plan des défunts. C'est-à-dire que les défunts montent à la source et reviennent au 4e. Et c'est aussi le plan du chamanisme et le plan des esprits, fatalement. Donc, toutes les personnes qui travaillent en chamanisme travaillent avec le 4e plan. Je retiens cette... Et pourtant, j'en ai entendu des choses. Je me doute. Mais là, effectivement, j'avais pas cette notion des 7 plans et en tout cas de leur rôle respectif. Voilà. Et ça, c'était très intéressant. Alors, le Theta Healing, on a vu qu'effectivement, il y avait cette pratique qui permettait de faire ce travail transgénérationnel. Et j'invite évidemment tous ceux et celles qui ont envie j'allais dire de s'y frotter, en tout cas d'expérimenter une séance avec Sophie, à prendre contact avec elle, parce que est-ce que ça peut se faire à distance pour le coup? Oui, bien sûr. L'énergie n'a pas de barrière. Ouais. Quand l'énergie passe, l'énergie du 7e plan, justement, du créateur, fonctionne. On peut le faire au téléphone pour ceux qui n'aiment pas la visio. Et moi, j'ai un lien, je travaille sur Zoom, mais ça peut se faire au téléphone, mais ça fonctionne très, très bien. Ouais. Alors, on va voir aussi, parce que ça, c'est intéressant, je vous invite vraiment à rester avec nous, voir votre parcours de vie, parce qu'il s'est passé quand même des choses absolument incroyables dans ce parcours de vie. Et je disais que autant vous êtes multifacette, vous êtes un couteau suisse de la spiritualité, parce que vous avez testé plein de choses.
Oui, c'est vrai. On parlait effectivement vous avez évoqué le chamanisme, vous avez évoqué alors bien sûr le detailing. Il y a même dans votre dossier de production, et j'ai trouvé ça incroyable parce que je pense que je n'ai jamais abordé un sujet comme ça encore dans l'émission, l'exorcisme. Et vous parlez de l'exorcisme et notamment des limites de l'exorcisme. Comment expliquer, parce que je fais partie de la génération de ceux qui ont vu le film. Oui, ça c'est pas la meilleure publicité du coup. On est d'accord. Non mais la seule et unique référence qu'on peut avoir quand on parle de ces thématiques-là et qu'on est quadra au caca, c'est un film. Oui, je sais, mais bon, il fait très peur. Il fait très peur pas pour forcément pas grand-chose. Oui, voilà. On est bien d'accord. On est bien d'accord. C'est une caricature et ça n'est évidemment qu'un film. Qu'avez-vous fait de au cœur de cette thématique-là? Alors d'abord, c'est une rencontre. Parce que moi, à la base, c'est pas du tout quelque chose qui m'attirait. À savoir que je suis issue d'une famille catholique, mais moi, je me suis toujours sentie beaucoup plus proche de la spiritualité que d'une quelconque religion. Puisque pour moi, la religion, c'était un dogme, c'était quelque chose d'enfermé, donc ça correspondait encore pas à ce que j'aimais. Moi, j'avais beaucoup de pollution. J'étais vraiment très, très polluée. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à chercher des personnes pour les nettoyages. Et donc, j'en ai trouvé. J'ai eu notamment des soucis avec ma fille lorsqu'elle est née. Et quand on a un bébé qui est malade, on cherche vraiment. Et lors de ces rencontres, j'ai rencontré plein de personnes pour les nettoyages, dont un homme qui était exorciste. Et donc, je lui demande le nettoyage, etc., etc. Et il me dit, OK, mais j'ai besoin d'une de vos photos. J'envoie ma photo. Et là, il me rappelle, bouleversé. Et il me dit, écoutez, vous êtes une exorciste. Je vais devoir vous initier. Alors là, ça c'était vraiment un coup de tonnerre, hein, vraiment, j'étais vraiment contre. Et je dis ah bon? Il me dit oui, là je suis formelle. Et il m'explique que les exorcistes ne sont reconnus que par leur père et initiés que par leur père, et que en gros c'est une chance inouïe qu'il me propose. Moi je voyais pas ça du tout sous cet angle, je dois bien avouer. J'ai beaucoup réfléchi, j'étais plutôt contre. Et puis, mon mari et mes enfants, eux, étaient plutôt pour. Mais non, mais t'as complètement le profil. Parce que je pense qu'à cette époque-là, j'étais quand même assez guerrière. Donc, effectivement, je me rendais peut-être pas compte, mais j'avais sûrement le profil. Bon, finalement, j'ai accepté. Et donc, ça a été une initiation qui est longue. C'est une initiation qui est très longue, qui apprend, qui est effectivement basée sur un combat. L'exorcisme, c'est un combat. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, je me bats contre les démons, je me bats contre certaines pollutions. On apprend d'abord quelles sont les pollutions, comment elles sont faites, comment elles sont mises, quelles sont les procédures de magie noire et autres pour les mettre en place, d'envoûtement, etc. Donc, on apprend déjà tout. Donc, ça m'a permis de tout connaître. Bon, choses qui sont quand même assez glauques. Hein. Et ensuite... Combien de temps? Pardonnez-moi, combien de temps? 8 mois. 8 mois de Mais formation? moi, ça a été assez accéléré. Normalement, c'est un petit peu plus d'1 an. Moi, je l'ai faite en 8 mois. Alors, en plus, c'était sur Paris. Le monsieur était sur Paris, moi sur Nice. Donc, je faisais les allers-retours. C'était assez lourd. Mais je pensais qu'il pouvait y avoir que des membres de la communauté religieuse qui pouvaient se permettre d'être exorcistes. Ah non? Non. Il y a beaucoup de personnes dans le privé qui l'utilisent. Mais qui utilisent vraiment l'exorcisme pur, c'est-à-dire avec le manuel spécifique qui date de 1800 et quelques, avec les procédures spécifiques. Wow. Donc, vous faites cette formation? Je fais cette formation qui est lourde et qui ne me plaît pas tellement parce que je vois que c'est un vrai combat. C'est-à-dire que c'est presque 1h30. Selon les pollutions, c'est 1h, 1h30, où on répète certains textes de la Bible d'une certaine manière, avec un crucifix, avec vraiment un protocole qui est millimétré. Comme dans le film. Et en fait, on se bat en lui disant « je vais te briser si c'est le cas d'un démon, je vais ci, je vais ça ». Et moi, je sens pas le truc. Mais bon, j'étais partie. Donc, je vais jusqu'au bout. C'est quand même assez protocolaire, c'est-à-dire qu'on nous remet l'épée à la fin, l'épée de Saint-Michel, à genoux, bras derrière. Enfin, non, c'est quelque chose. Hein. Ouais, c'est pas rien. Et donc, une fois que c'est fait, tout de suite, j'exerce. Forcément, parce que moi, j'avais été tellement polluée que je voulais libérer les autres. Je veux dire, c'est pour ça que je le faisais. Et donc, j'exerce. Et là, je me rends compte très vite que ça marche super bien, que c'est lourd à pratiquer, que c'est fatigant. D'ailleurs, il faut normalement jeûner avant, jeûner après. Enfin, mais ce sont des gens qui font appel à vous parce que pour leur propre personne ou pour des lieux ou pour. Il y a toutes sortes. Alors souvent, quand une personne est très polluée, le lieu l'est aussi. Hein. Le travail l'est aussi, les enfants. Enfin,
En général, c'est quand même assez diffus. Et donc, je pratique tout de suite et je me rends compte que ça fonctionne très bien, mais que ça revient. Entre 2 et 6 mois, ça revient. Et donc là, je me dis, pourquoi? Qu'est-ce qui manque? Il manque un maillon. Et j'avais pratiqué avant le chamanisme et j'avais aussi appris les nettoyages énergétiques. Alors, au chamanisme, ça porte un peu d'autres noms, mais enfin, peu importe. Et pareil, ça revenait. Sur moi comme sur les autres. Et donc, ça commençait à me trotter. Je me disais, il doit me manquer un maillon à l'édifice. Il faut que je trouve quel est ce maillon. Et là, j'ai cheminé pour trouver ce maillon. Et en réalité, c'est quand j'ai rencontré le Theta Healing que j'ai trouvé quel était le maillon. Le maillon, c'est notre passé. C'est qu'est-ce que nous avons vécu dans nos autres vies avec cette personne qui peut-être va s'acharner. Parce que quand on est toujours pollué, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'acharne sur nous. Hein. C'est rarement, ça arrive pas comme ça. Hein. Ça peut être dans un lieu. On peut se rendre sur un lieu où il y a eu des batailles, des choses comme ça. On peut prendre une pollution au passage. Mais c'est pas la majeure partie du temps. La majeure partie du temps, c'est une personne qui s'acharne sur une autre personne. Et pourquoi? Et quand on va regarder dans le karmique et dans le transgénérationnel, là, on a les réponses. On s'aperçoit que karmiquement, on a vécu telle et telle chose ensemble. Mais quand vous dites quelqu'un qui s'acharne sur vous, pas nécessairement sur ce plan terrestre de cette vie-là. Si, souvent, ce sont des personnes qui font des travaux de magie noire, de sorcellerie, de choses comme ça. Très souvent, c'est ça. Donc, c'est pas un acharnement transgénérationnel, c'est ça que je veux dire? Non, c'est un acharnement actuel dont la racine et la source se trouvent dans le karmique et dans le transgénérationnel. C'est-à-dire que dans le karmique, c'est très généralement une personne avec qui on a vécu des choses lourdes dans d'autres vies, mais peut-être dans l'autre sens. C'est-à-dire que dans l'autre vie, c'était peut-être nous qui nous acharnions sur elle. Quel a été le travail le plus difficile que vous ayez eu à faire sur justement une séance de désenvoûtement? Par rapport à quand je faisais de l'exorcisme? Sur les enfants, surtout. Les enfants autistes. Il y a beaucoup d'enfants autistes où on trouve des malédictions familiales. Et ça, c'est difficile parce qu'en plus, il y a l'attente des parents. Alors moi, je suis maman en plus, donc l'attente des parents de libérer l'enfant, que l'enfant retrouve une autonomie, une parole, etc. Et moi, je m'étais un peu mis ça en plus dans ma ligne de mire. Je me suis toujours mis... J'ai commencé la communication animale et télépathique. Et tout de suite, je me suis dit, si ça marche avec les animaux, ça doit marcher avec les humains qui n'ont pas de parole. Je vais faire tout de suite avec les enfants autistes qui sont mutiques, etc. Donc, c'était un peu ce que je voulais faire. Et après, je me suis dit, il faut les libérer. Donc, l'exorcisme, je l'ai beaucoup dédié à ça. Je l'ai beaucoup dédié à ces enfants-là. Alors... Et ça, c'est difficile parce qu'il y a l'attente des parents qui est très lourde et on veut surtout pas leur donner de faux espoirs. Et à la fois, on veut tellement les libérer. Et là aussi, on est obligé. Alors, je suis obligé évidemment de mettre des garde-fous, hein, si je puis dire, sur ce que vous venez de dire, parce que il faudrait pas que les gens et qu'on s'imagine que sous prétexte qu'on parle d'enfants autistes, il y a peut-être une possession de quelque chose. Ou, non, mais vous voyez ce que je veux dire? Souvent, c'est pas ça d'ailleurs. Souvent, c'est des choses qui se passent dans le karmique, c'est-à-dire des âmes qui n'arrivent pas à véritablement s'incarner à ce jour dans un corps physique, pour des choses qu'elles ont vécues avant. Mais très souvent, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, ça ne les libère pas. Sauf que donc ça veut dire que vous fassiez, je ne sais pas, l'exorcisme ou une séance de Theta Healing, vous ne pouvez rien faire contre ça. Sur ces cas-là, on ne peut rien faire. Non. Enfin, à ce jour, dans ma pratique, dans votre pratique, j'ai pas vu de résultats à ce niveau-là. Pourtant, certains parlent d'amélioration parfois quand ils travaillent avec des enfants autistes qui ont évidemment qui ne parlent pas, par exemple, et avec un petit travail d'accompagnement, on peut libérer la parole. Alors, par exemple. Parfois, on la libère, mais très souvent, on la libère pas complètement. On améliore le relationnel, on améliore l'attention, le regard, c'est-à-dire que on ancre un peu plus l'âme dans le corps. Mais réellement sortir complètement, moi, je ne l'ai pas vu. Et Dieu sait que j'ai essayé. Autre activité, enfin autre pratique, parce qu'encore une fois, vous parliez de la communication animale. Là aussi, vous dites la communication animale, vous avez aussi testé, il y a des choses formidables qui se mettent, mais ça ne vous a pas suffi, en tout cas, pour aller plus en profondeur. Non, parce que très souvent, les personnes n'entendent pas le message que leur animal veut leur faire passer. Et ça, c'est dramatique pour l'animal. C'est-à-dire que soit l'animal ne parle pas, on ne fait pas de communication, son animal n'a pas eu l'occasion de dire ce qui était important pour lui,
Même si ça va pas, ils s'en contentent. En revanche, quand on demande à un animal comment ça va, ce qu'il veut, comment il veut améliorer les choses, et que l'humain en question ne le prend pas en compte, c'est dramatique pour l'animal. Ça peut aller jusqu'à la mort de l'animal. Et ça, ce sont des cas que j'ai connus. C'est-à-dire des humains auxquels j'ai dit, écoutez, votre chienne-là, il faut pas la garder, elle veut faire de la recherche dans les décombres, c'était un malinois en l'occurrence, il faut donc la donner à quelqu'un qui lui fera faire de la recherche d'humains dans les décombres, c'est vraiment ce qu'elle veut faire. Il n'a pas écouté, la chienne a mordu 2 fois, un malinois, c'est embêtant quand ça mord, et ensuite elle est décédée très rapidement par des convulsions. Donc le problème, c'est qu'on a beaucoup de personnes qui font une communication animale par curiosité, pour dire tiens, qu'est-ce que c'est sympa, etc. Et puis après, quand on leur dit oui, mais là il y a ça, bah non. Faut réagir. Hein. Et là, c'est très complexe pour l'animal. Donc ça, c'est embêtant. C'est quelque chose qui m'embêtait beaucoup. Est-ce qu'on peut faire du theta healing avec les animaux? On peut, oui. On peut faire des séances qui sont plutôt dans l'énergétique, là, pour le coup. Vous l'avez fait, non? Oui, bah moi j'ai beaucoup d'animaux, donc je me suis fait la main Ah oui, c'est sur vrai les que miens. vous avez des animaux à la maison, oui, effectivement. On sent quand même que dans votre parcours, vous étiez évidemment prédestiné à être la femme que vous êtes aujourd'hui et la thérapeute que vous êtes aujourd'hui, parce que vous le dites d'ailleurs, dès toute petite, vous aviez déjà ces rêves prémonitoires, vous aviez déjà ces sensations-là. Moi, c'était vraiment un fardeau, la médiumnité pour moi. C'était un fardeau jusque très tard, c'est-à-dire que je ne rêvais que les accidents ou les décès, exclusivement. Et comme je n'avais aucun moyen de les empêcher, c'était vraiment un sentiment d'injustice. Ouais, c'est ça. Et d'impuissance. D'impuissance, mais surtout d'injustice, presque de colère. Et donc, jusqu'à pas loin des 40 ans, c'est très difficile. Je savais pas quoi en faire, j'en faisais rien, d'ailleurs. Je faisais quand même le tarot, parce que j'ai commencé à 17 ans le tarot, ça me plaisait, j'adorais le tarot de Marseille, mais je faisais rien de ça, et il n'y avait pas de but, et en plus, c'était un fardeau. Et quand j'ai commencé la communication animale, comme j'ai accepté par rapport aux animaux que j'adorais, d'utiliser mes capacités médiumniques, là, c'est devenu plus doux, parce que je pouvais en faire quelque chose. Dès l'instant où ça a eu un sens, les rêves j'en ai toujours fait, des prémonitoires, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus doux. Parce que moi, je disais, mais pourquoi vous me montrez que le mauvais? Montrez-moi aussi le bon. Je veux bien accepter de voir le mauvais, si c'est mon destin, si je suis comme ça, c'est d'accord. Mais pourquoi toujours le mauvais? Faites-moi un équilibre au moins, 50-50. Et c'était jamais le cas. Et alors ça, c'était dramatique pour moi. Vous en faites encore? Non, très rarement. Je fais beaucoup de rêves prémonitoires, mais dramatiques très rarement. Ça, c'est vraiment, j'ai réussi à connecter la lumière par rapport au Theta Healing notamment. J'ai réussi à savoir comment me connecter au plan de lumière. Parce que selon ce qu'on a fait dans d'autres vies, on est connecté à des plans inférieurs sans qu'on le veuille. Et c'était mon cas. Parce que dans d'autres vies, j'ai dû faire 2-3 choses pas terribles. Alors justement, j'allais vous demander, vous qui avez fait ce travail transgénérationnel, est-ce que vous êtes allé rechercher un peu qui vous étiez? La première chose que j'ai faite. Ah oui. Oui, j'ai fait pas mal de choses un peu sombres. Et c'est ce pourquoi je faisais aussi ces rêves sombres, parce que j'ai été reliée à des plans inférieurs. Et comprenant cela, j'ai pu changer cela, et j'ai pu en gros changer mes câblages et me câbler sur des plans lumineux. Ça change la vie. Ouais. Ça change la vie. Ouais. Ça aussi, c'est intéressant. Moi, j'aimerais bien qu'un jour, j'entende encore une fois tout et son contraire sur les plans inférieurs dont vous parlez là. Il y a des gens qui me disent que ça n'existe pas, ces plans-là. Ah comme l'ombre existe et la lumière aussi, ça existe. Cependant, la lumière, oui, mais... L'ombre existe, la lumière existe. Cependant, il n'y a qu'une chose qui n'est pas d'ombre, c'est la lumière. Donc après, chacun en fait ce qu'il en veut. En tout cas, vous avez côtoyé ces plans-là. Alors, dans d'autres vies, énormément, oui, effectivement. Et dans cette vie actuelle, de manière inconsciente et involontaire, oui. Qu'est-ce que, quand vous avez tout ce background-là, quand vous avez expérimenté tout ce que vous avez mis en place et tout ce que vous continuez à prodiguer au travers du Theta Healing, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui dans votre pratique? Avec la palette, elle est tellement large de tout ce que vous faites, tout ce que vous avez fait. Qu'est-ce qu'il vous faudrait comme carte supplémentaire à ajouter à votre champ d'action? Je ne sais pas. Je ne vois pas. Il y a pas non, je sais pas, rajouter l'hypnose, rajouter... L'hypnose, celle que j'ai pu la connaître sur moi-même, c'est-à-dire lorsque j'ai consulté
des pratiques en hypnose ne m'a pas convaincue. Parce que souvent, les suggestions qui sont faites sont issues des mots de l'hypnothérapeute, sont des suggestions qui n'appartiennent pas à notre inconscient, et très souvent, l'inconscient, au bout d'un petit peu de temps, les rejette. Donc, c'est pas quelque chose... Alors, il y a sûrement d'autres formes d'hypnose que je n'ai pas testées, mais telles que je l'ai testée, ça ne m'a pas convaincue. Donc, j'avoue ne pas m'y intéresser. Je pense que oui, j'ai trouvé, c'est le magnétisme que je commence à développer. C'est soigner, guérir avec mes mains. Et j'ai commencé à travailler là-dessus parce que je sens que mes mains prennent feu de manière régulière. Donc, je sens le besoin de mettre les mains à droite, à gauche, comme ça, pour la famille, les amis. Donc, je pense que c'est ça. En tout cas, éducation, croyances limitantes, les traumatismes personnels, l'héritage transgénérationnel, le passé karmique, la libération des mémoires de l'âme, etc., etc. Tout ça, le Theta Healing le permet. Ah oui, le Theta Healing est très, 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 très vaste. Il peut même faire un nettoyage énergétique. Il peut... C'est la technique qui rassemble tout. Et surtout, ce qui est très important, c'est qu'il n'y a pas de contrepartie avec le Theta Healing. Quand on pratique le chamanisme, donc on est au 4e plan. Ça veut dire un plan de dualité. Ça veut dire je te donne ça, tu me donnes quelque chose en retour. C'est-à-dire que très souvent, on donne des offrandes. Pour avoir certains travaux, on donne des offrandes. Mais ça a sa limite. C'est-à-dire qu'il y a un moment, les offrandes que l'on a données, parfois ne suffisent plus. Et là, il y a d'autres prix à payer. Le Theta Healing, par le fait qu'on travaille avec la source, directement la source de création, c'est la seule technique où il n'y a aucune contrepartie à donner. Aucune. C'est de l'amour inconditionnel. Ça, pour moi, qui ai payé quand même des prix très lourds de l'ensemble de mes pratiques, c'est fondamental. C'est ce qui est lumineux, c'est ce qui m'anime. Mais c'est spécifique parce que vous le ressentez comme ça, parce que c'est vous. Tout le monde n'aura peut-être pas le même ressenti en pratiquant le Theta Healing, si ? Est-ce que c'est spécifique à vous ? Non, je ne pense pas, parce que quand on nous enseigne le Theta Healing, ça fait partie des choses qu'on nous dit quand même en premier. C'est-à-dire qu'on nous donne... Oui, pardon. Mais ce que je me dis, c'est que quand vous parlez de ces fameux plans, les 7 plans, je me dis, mais quel est l'intérêt de s'arrêter au 4e si on peut monter au 7e ? Parce qu'on ne le connaît pas. On ne connaît pas Moi, j'ai connu ça grâce au Theta Healing. J'ai connu cette classification et cette spécificité grâce au Theta Healing. Quand on travaille en chamanisme, et moi, ça a été mon cas, on vous dit rien n'est plus puissant qu'un esprit. Donc, vous dites oui, c'est vrai. Donc, vous travaillez avec les esprits d'en haut, les esprits d'en bas, mais ce sont toujours des esprits. Et très vite, on vous demande des offrandes. Ça passe par là. Donc, il y a toujours un prix à payer. Toujours, toujours, toujours. Mais quand on ne sait pas que ça existe, un monde où il n'y a pas de contrepartie, une énergie créatrice qui peut libérer et qui ne demande rien en retour, on fait avec ce qu'on a, c'est-à-dire avec de la contrepartie. Et comme on est quand même dans un monde de dualité, bien, mal, on est quand même dans un monde où tout s'échange, tout se monnaie, etc. Finalement, quand on travaille avec le chamanisme et le 4e plan, ça ne nous paraît pas... moi, quand on m'a dit tu vas devoir donner des offrandes aux esprits, ça m'a pas paru quelque chose d'anormal. Je trouvais même ça normal et logique. Ça a été presque plus difficile pour moi de comprendre que je pouvais travailler, que je pouvais libérer sans aucune contrepartie. Genre, on est plus programmé pour dire qu'il faut payer des choses. Alors, ça ne veut pas dire payer en argent, mais ça veut dire payer de sa personne, ça veut dire se sacrifier... Et il faut souffrir pour être beau, il faut souffrir pour avoir une belle vie. On est programmé comme ça. Donc pour moi, j'ai eu tout un travail à faire pour me dire, je vais pouvoir faire tout ça sans aucune contrepartie. Mais pourquoi ? Parce que la source créatrice, c'est une énergie. C'est une énergie de création qui n'est pas jugement. Il n'y a pas de bien ou de mal dans la source divine. C'est une énergie. C'est la première fois que j'entends le fait de devoir, notamment sur les plans... sur des pratiques de chamanisme, devoir donner en retour. J'ai jamais entendu ça. Ah oui, pourtant, moi j'ai travaillé avec divers chamans et c'est ce qu'ils vous disent ? Ah mais c'est obligatoire. Quand j'ai travaillé, je l'ai fait. Et je connais d'autres personnes qui travaillent sous d'autres plans, au 4e plan. Alors ça peut être d'autres techniques qui s'apparentent au vaudou ou autre. Il y a des sacrifices d'animaux, on donne le sang. Enfin, je veux dire, tous les travaux qui se font en occulte et en ésotérisme, il y a des contreparties à donner. Alors peut-être que les gens vont pas venir vous le dire, quand ils vont dire je vais vous soigner, je vais vous guérir, vous inquiétez pas, ça va être super. Mais eux, en tout cas,
en arrière-plan, ils font ce qu'il faut. Notre inconscient dirige 95% de nos actions. Et oui. Le chiffre fait peur. C'est sûr. Le chiffre fait peur. Si on le prend terre à terre comme ça, brut de pomme, on se dit waouh. Ben, on se dit que c'est le cas de beaucoup de personnes qui me disent oui, mais mon entourage me dit quand même tu pourrais te mettre un peu de volonté. Mais la volonté, c'est 5%. La volonté, c'est les 5% dont on parle. Le reste, ça gagne toujours. Quelqu'un qui a des troubles du comportement alimentaire, il a de la volonté. On croit faussement que certains problèmes que l'on a viennent de la volonté, mais pas du tout. Ça vient de programmation. Et quand on comprend qu'on est à 95% de manière inconsciente, on va tourner à droite ou à gauche, et ben on va aller du côté où forcément ça va coincer pour nous, parce qu'on répond à nos programmations et à nos croyances. Et on s'en rend pas du tout compte. Et c'est ça qui fait beaucoup souffrir. Mais moi j'ai tout essayé, mais moi je veux, mais tu te rends pas compte, j'ai fait ça. Et oui, j'ai fait ça, mais derrière les 95, eux, ils ont donné la direction. Et donc, ils n'ont pas donné la bonne. Autant c'est effrayant, autant c'est plein d'espoir aussi. Parce mais c'est ça. C'est ça qui est fantastique. Qui est incroyable. C'est ça qui est fantastique, c'est de pouvoir se dire, OK, c'est comme ça, mais on a des solutions pour le changer. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de subir sa vie. On peut... Alors, bien sûr, ça demande un peu de travail, c'est vrai. Mais le jeu en vaut la chandelle. C'est impressionnant parce que même quand vous parlez, j'ai fait une émission hier sur les troubles du comportement alimentaire. On sent bien que les gens qui sont là sont pleins d'envie, de se dire, voilà, allez, il faut que je m'y mette, je vais prendre conscience de ça, je travaille sur ça, etc., etc. Et ça marche un temps, et puis ça rechute, et puis voilà. C'est ça qui est une souffrance qui est encore pire pour toutes ces personnes, que ce soit pour les troubles du comportement alimentaire, que ce soit pour les échecs sentimentaux. Parce qu'en plus, il y a toute la pression de la société. Bien sûr, et de la famille. T'es trop difficile, oui, tu devrais quand même changer tes critères, tu vieillis, il va falloir quand même que tu trouves quelqu'un. Tout ça, ou concernant les troubles du comportement alimentaire, notamment pour le cas des personnes en surpoids. Alors arrête de manger, ils peuvent pas manger. Alors dès qu'ils mangent, ça y est, tout le monde leur tombe dessus, sous prétexte que c'est de la volonté. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est là où je dis, et moi je pense sincèrement, on pourra se dire non, mais Sophie dit ça, mais c'est pas avéré, c'est pas. Essayons. Ah oui, bah moi c'est ce que j'ai fait. Essayons. Moi pour toutes les techniques, j'ai dit ok, je ne sais pas si ça marche ou pas, mais si je n'essaye pas, je ne le saurai pas. Donc je vais essayer. Et après j'ai fait des tris dans ce qui marche et ce qui ne marche pas. Bien sûr. En tout cas, ce qui ne marchait pas pour vous. Ah oui, bien sûr, on est tous différents. Ça c'est vrai. Mais moi, en tout cas, ce qui marchait pas pour moi, je dis j'ai mis de côté. Et par contre, quand j'ai trouvé quelque chose qui fonctionnait, je dis bah là, je vais y aller. Et c'est le cas du Theta Healing, c'est-à-dire que j'ai trouvé que c'était formidable parce que ça alliait tellement de choses de l'être que véritablement, ça nous permettait de co-créer avec l'énergie divine notre vie. Et ça, c'est fondamental. Aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes qui subissent leur vie et qui sont très malheureux de subir leur vie et qui s'en prennent à la société, aux parents, à ci, à là. Mais en réalité, tout est à l'intérieur de nous. Nos parents, oui, bien sûr, ils ont fait ce qu'ils ont fait des erreurs. Mais pourquoi on a choisi ces parents-là? L'âme, avant de s'incarner, choisit cette famille-là, choisit ces parents-là. C'est pas pour rien. Donc à un moment, ça sert à rien de continuer de se plaindre, de dire oui, là, la société c'est dur, le travail c'est dur, les parents, ils ont fait ça. Il vaut mieux dire alors, je vais regarder, qu'est-ce qui se passe? Et comment je peux le changer? Et une fois qu'on fait cette démarche, eh ben, tout s'ouvre après. Tout s'aligne. En tout cas, on peut essayer. Effectivement, on peut essayer, on peut prendre conscience de ça et puis se dire... alors, c'est pas non plus une baguette magique. Non, il y a quelques séances à faire. Il y a quand même du travail à faire. Il faut aussi être prêt à entendre certaines choses. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Voilà. Parfois, ça arrive pas souvent, mais c'est arrivé que parfois des personnes arrivent et je sens qu'elles sont pas du tout prêtes. Voilà, prête ou avec l'évolution, le niveau de conscience adapté. Et là, je préfère dire, écoutez, je vais pas facturer, mais on va pas faire la séance. Ça arrive de temps en temps. Donc à distance, c'est possible? À distance. Parce que ça, je pense qu'il y a des tas de gens qui vont évidemment avoir envie de vous consulter et qui n'ont pas la chance d'être sur la French Riviera, comme on dit. Mais si vous êtes sur la Côte d'Azur, bah voilà, vous avez votre cabinet, vous avez tout. Oui, j'ai mon cabinet qui est dans le centre-ville de Nice. De Nice, ouais. En tout cas, moi, je trouve que voilà, j'aime la franchise avec laquelle vous dites les choses. J'aime également le fait que vous ayez pu expérimenter
des tas d'autres choses, de vous rendre compte que certaines de ces choses, ces pratiques, ne vous correspondaient pas, d'avoir la franchise de le dire, et puis de dire, voilà, moi j'ai trouvé ma voie, j'ai trouvé en tout cas l'outil qui me correspond le mieux et avec lequel je peux être le plus efficace, quoi, en tout cas. J'ai trouvé l'outil qui me correspond et surtout, j'ai trouvé un sens à donner à mes capacités médiumniques. Et ça, c'était très important pour moi parce que c'était vraiment un fardeau. Et moi, j'ai horreur des lectures d'avenir. C'est quelque chose que je n'aime pas. Je considère que c'est un déterminisme. Ça veut pas dire qu'il y en a qui le font et c'est super et ils le font très bien. Pour moi-même, j'aime pas ça. J'aime pas qu'on me dise, il va t'arriver ça, 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 comme si c'était un déterminisme et comme si je n'avais pas de moyens de construire et de faire quelque chose de ma vie. Libre arbitre. Exactement. Donc, cette méthode me permet d'utiliser mes capacités médiumniques là où je pense qu'elles sont les meilleures, c'est-à-dire pour voir les blocages chez les personnes. J'ai toujours détesté avoir des flashs et dire tiens, il va arriver ça à lui ou ça à lui. C'est quelque chose que je ne veux pas. Donc, j'ai réussi à m'en libérer. Et effectivement, là où je pense mes capacités sont les plus performantes, c'est pour voir en 5 minutes d'entretien, je sais où ça se trouve, en général, à peu près. Avec 7-8 questions, je sais à peu près où se trouve le la problème. problématique. Après, je me mets en connexion, je peaufine. Bien sûr, il y a des images qui me viennent, etc. Mais ça vient assez vite quand même. Et donc, j'ai donné un sens à ces capacités médiumniques. Et ça, déjà, pour moi, à titre personnel, c'est formidable. Et en plus, ça me permet d'aider des personnes. D'aider des personnes à se libérer de leur schéma répétitif, à se libérer de tout ce qui les emprisonne et de tout ce qui les fait souffrir, et de tout ce qui est comme un déterminisme, de dire non, je vais pas accepter ce déterminisme de mon passé, de mon éducation, de mes traumas, et je vais le dépasser pour en faire quelque chose de lumineux. Ça, je trouve ça fantastique. Et je suis vraiment reconnaissante c'est vraiment une gratitude infinie à l'univers d'avoir mis sur mon chemin le Theta Healing. Est-ce que on peut vous consulter juste pour de la médiumnité ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Hein. Je fais absolument pas ça. Okay. En revanche, je peux conseiller de très bonnes personnes oui. et qui le font superbement bien, avec beaucoup de tact et de psychologie. Mais alors, certainement pas moi. Bon. Le Theta Healing avec Sophie Muya. Alors moi, franchement, voilà, bravo. Je trouve que et bravo pour votre franchise également, pour votre authenticité et pour votre franc-parler, parce qu'on sent qu'il n'y a pas de filtre et que vous dites les choses comme vous les sentez, quoi. Bah, je pense que ça sert à rien de tricher. Déjà, ça correspond pas à ma personnalité. Et puis, je pense que c'est bien de parler vrai, et je pense que les personnes ont besoin aussi de savoir à le mettre les pieds, parce que maintenant, il y a dans la spiritualité, dans le développement personnel, il y a quand même un champ qui est devenu énorme, et qu'il faut aussi pouvoir savoir où on met les pieds, et on gagne du temps, tant les personnes que moi. Parce que moi, j'ai pas d'intérêt à recevoir des personnes qui vont pas être ajustées à ma pratique. Vous disiez que vous étiez en pleine de gratitude d'avoir ces facultés-là et ces ressentis-là. Est-ce que parfois c'est trop pesant ? Plus maintenant, ça l'a été, énormément. Maintenant, non, c'est réellement, ça y est, j'ai pris la dimension de la du côté bienfait de cette pratique, de ma médiumnité et de mes capacités. Mais jusqu'à 38 ans, ça a été un fardeau épouvantable. Donc, c'est peut-être un juste retour des choses. Ouais, voilà, c'est mérité. Vous allez pouvoir évidemment commenter, partager cette émission, commenter avec bienveillance, s'il vous plaît. Et puis, merci d'être venu jusqu'ici. Merci, Marc. D'avoir fait le trajet en voiture. Long. Depuis Nice, qui est un peu long, oui, c'est sûr. Mais ça valait le détour parce que voilà, c'était intéressant de voir votre parcours de vie et la manière avec laquelle vous pouvez nous aider et soulager un peu ce quotidien et cette incarnation terrestre. Oui, je suis très honorée de pouvoir rendre plus légères les personnes qui viennent à moi. Je pense que c'est fondamental. Vous vous rendez compte de la responsabilité que vous avez quand même ? Bah, je prends ça avec beaucoup de légèreté. Pas, oui, peut-être pas en fait. Oui, ok. Non, mais c'est vrai, c'est quand même une grosse responsabilité. En même temps, c'est une grosse responsabilité. Et puis, je trouve que c'est un cadeau extraordinaire que de pouvoir s'entendre dire vous m'avez sauvé la vie, vous m'avez aidé, ou ça a changé ma vie, ou ça a permis de faire évoluer des tas de choses dans ma vie. C'est quand même la plus belle chose qu'on puisse entendre. Ah bah, à contrario, avec quand on rêve quelque chose d'affreux, qu'il se passe et là on est effondré parce qu'on se dit pourquoi j'ai pas pu l'empêcher, voilà. Ah oui. Là, à contrario, c'est magnifique. C'est permettre à une personne, enfin, de s'ouvrir et d'être heureux, parce que en réalité, on croit faussement qu'il faut souffrir sur Terre.
On a un tas de croyances judéo-chrétiennes qui nous disent « il faut souffrir ». Eh bien, pas du tout. Le Créateur de tout ce qui est ne nous demande absolument pas de souffrir. On nous demande d'exploiter les dons qu'il nous a confiés. On a tous des dons, tous, pour une chose ou pour une autre. Il ne faut pas se comparer parce que quelqu'un va être fort dans un domaine, par exemple sportif, l'autre ce sera musical. Donc il faut absolument pas se comparer. Il faut juste travailler à trouver quels sont nos dons. Sauf que parfois, par rapport à nos parents, notre éducation, on n'est pas sur le bon chemin. Mais une fois qu'on a repéré quels étaient ces dons, il faut les faire fructifier. C'est là le but de notre vie, c'est d'être heureux, de nous épanouir, absolument pas de souffrir. Qu'aujourd'hui, on nous donne la possibilité de se libérer du passé et des souffrances et des programmations. Je suis très honorée de pouvoir le faire. Et vous l'êtes heureuse? Oui. Bon, tant mieux. Les animaux aussi, les moutons aussi. Oui, tout le monde va bien. Ouais. Bon, c'est formidable. Merci Sophie, merci, vous commentez, partagez et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut.